L'envie de rire ne disparaîtra jamais. C'est les propos de Riz, directeur de la publication de Charlie Hebdo, dans le numéro spécial à paraître demain. C'est une semaine particulière que nous allons vivre. Les 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo, c'était le 7 janvier 2015. Des terroristes islamistes, les frères Kouachi, qui ont abattu des membres de la rédaction de Charlie Hebdo. 3 jours d'horreur où le terrorisme islamiste a frappé notre pays. Le meurtre de la policière municipale Clarissa Jean-Philippe par Amédi Koulibaly le jeudi 8 janvier. La prise d'otage de l'hypercachère porte de Vincennes à Paris le vendredi 9 janvier. Et au même moment, la traque des frères Kouachi jusqu'à l'imprimerie de Domartin en Jaule en Seine-et-Marne. Comment aviez-vous vécu cette semaine ? Moi, je me souviens évidemment du rassemblement du dimanche. C'est un des souvenirs les plus forts. Il y a 4 millions de personnes dans la rue et à Paris, on avait rarement vu autant de gens. 10 ans plus tard, quel souvenir vous pourrez évidemment témoigner au numéro qu'on va rappeler d'ailleurs. Le 01 80 20 39 21. Mais je voudrais qu'on écoute ce matin plusieurs extraits de l'exceptionnel podcast d'Europe 1 au cœur de l'actu. Il y a 10 ans, l'attentat de Charlie Hebdo. Et c'est Philippe Val qui a témoigné. Ils ont été tués pour des dessins. Je voudrais qu'on l'écoute à plusieurs reprises ce matin. On a vengé le prophète Mohamed. Ces mots, ce sont ceux prononcés par les frères Kouachi après l'attentat perpétré dans les locaux de Charlie Hebdo. Le 7 janvier 2015, armés de Kalachnikov, ces terroristes fanatiques ont assassiné des journalistes, des dessinateurs, des caricaturistes avec une violence inouïe pour des dessins. Des dessins. C'est vraiment un podcast que je vous propose, que je vous conseille d'écouter. Philippe Val a été directeur de Charlie Hebdo jusqu'en 2009. Il n'était plus évidemment directeur de Charlie au moment de 2015, mais c'était ses amis. Deuxième passage, la religion la plus critiquée dans Charlie Hebdo, il en parle. Lors du procès des caricatures, on a fait une étude des unes et des numéros pour voir quelle religion était la plus critiquée dans nos pages. La religion catholique était, je crois, si j'ai bonne mémoire, à peu près à 92%. La religion juive, 2 ou 3%, et l'islam, 2%. Il y avait quelques atomes de bouddhisme aussi. Alors évidemment, ce podcast est l'essentiel et commenté par Philippe Val, mais il y a également d'autres intervenants, notamment Cabu, le célèbre dessinateur, qui est mort évidemment en janvier 2015 et qui était au micro d'Europe 1 en novembre 2006. Notre position, c'est pas de stigmatiser une communauté, c'est de stigmatiser des fanatiques. Notre position, c'est qu'on doit avoir la liberté de critiquer toutes les religions. Donc, on doit pouvoir critiquer aussi la religion musulmane. Alors, en 2006, évidemment, le climat n'était peut-être pas encore le même qu'en 2015 et qu'a fortiori aujourd'hui, puisque je ne suis pas sûr que on se risquerait à ce type de caricature à la une d'un grand journal aujourd'hui. Mais Philippe Val, en 2006, précisément, était revenu et il était, lui, le directeur à ce moment-là de l'équipe de Charlie Hebdo et c'était lui qui était le directeur de ces caricatures en 2006. Écoutons-le. Sur la demande du ministère de l'Intérieur, nous avons dû changer tous les vitrages de nos bureaux pour mettre des vitres blindées. Tous les matins, il y avait des policiers qui arrivaient avec des gants dans mon bureau pour ouvrir mon courrier. Ils craignaient que les lettres soient piégées, contaminées à l'anthrax. Il y a même eu un moment où la menace était tellement forte qu'il fallait pas qu'on s'arrête dans Paris. Un des témoignages peut-être les plus forts de ce podcast, c'est lorsque Philippe Val raconte le moment où il arrive dans les locaux après l'attentat en même temps que Manuel Valls. Dans le hall de l'immeuble, il y avait du sang partout. Manuel Valls monte dans la salle de rédaction et il me dit d'attendre en bas. Quand il revient, quelques instants plus tard, il est livide, il est effondré. Il me dit « N'y va pas ». Je n'y suis pas allé. Et je le remercie pour ça parce que je n'ai pas à chasser ces images-là de ma mémoire. C'est vrai que on critique parfois les hommes politiques sur leurs résultats, mais ce qu'ils vivent au quotidien et quand ils sont confrontés, lorsqu'ils sont Premier ministre, ce qui était le cas de Monsieur Valls, lorsqu'on est ministre de l'Intérieur, je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui racontait qu'un petit enfant lui avait demandé un jour « fais sortir mon père de la boîte » et que, évidemment, quand on est ministre de l'Intérieur, on est confronté en permanence à cette réalité qui, dans nos propres vies, nous ne voyons jamais une scène d'horreur comme celle-là. Donc évidemment, elle est marquée au fer rouge dans le cerveau de Manuel Valls. Je vous propose d'écouter à présent Laurent Léger, qui a survécu à l'attentat à Charlie Hebdo, et il est évidemment dans ce podcast également. En quelques
secondes, c'était fini. En fait, le tireur a tiré partout dans le tas, quoi. Dans le tas. Ils ont eu tous ceux qui étaient autour de la table, qui n'ont pas eu la chance d'être comme moi, placés de façon à pouvoir se jeter dans un coin. Et puis après, c'est le silence parce qu'il n'y a plus personne, quoi. Moi, je pense qu'il a tué tout le monde. Podcast qui dure à peu près 1 heure, c'est 3 épisodes de 20 minutes réalisés par les équipes de Julien Pichenet, également avec les archives d'Europe 1, et vous venez d'entendre Laurent Léger à l'instant. Un autre extrait que je voulais vous proposer, c'est Sophie qui est otage de l'hypercachère porte de Vincennes à Paris. Koulibaly a posé une de ses armes automatiques et le jeune homme qui était en face de lui a pris le fusil d'assaut et a voulu lui tirer une balle, et lui il a été plus rapide, il lui a mis une balle dans la gorge ou je ne sais pas, à côté de nous, et le pauvre jeune homme est tombé. La puissance évidemment du témoignage et la frayeur également de ces témoignages, la traque des frères Kouachi jusqu'à l'imprimerie Damartin en Geôle, avec le témoignage de Michel Catelano qui était celui qui dirigeait cette entreprise et qui a vu arriver les frères Kouachi. Quand ça a sonné, on a ouvert, j'ai dit à Lilian, ouvre, ça doit être le fournisseur. En même moment, j'ai vu donc une Kalachnikov et une arme un lance-roquette. Et là, j'ai compris tout de suite. Enfin, j'ai cru d'abord être dans un film. Donc je me suis retourné, j'ai marché calmement, j'ai été voir Lilian, je lui ai dit de se cacher, en croyant faire bien. Et en fait, je les ai entendus monter l'escalier. Donc j'ai vécu une scène assez incroyable puisque je leur ai offert le café, puisqu'ils m'ont dit, vous inquiétez pas, appelez la gendarmerie, ça va se terminer maintenant. Et Lilian, dont parle Michel Catalano, qui est un de ses employés, est resté 8 heures caché dans un placard. Philippe Val, depuis, est toujours menacé de mort. C'est une affiche Wanted avec ma photo où il est inscrit mort ou vif. Et il y a des fanatiques qui tombent sur cette affiche, sur le darknet, et qui sont persuadés qu'ils doivent m'assassiner. Voilà, il n'en faut pas plus. Et cette menace tourne. Je ne sais pas si ça s'arrêtera un jour. Pour l'histoire, j'ai envie de dire, écoutez ce témoignage. Évidemment, c'est une actualité fort sombre que de l'écouter, que de se replonger dans ce 7 janvier 2015. Mais vraiment, c'est un document tout à fait exceptionnel que j'invite tous les auditeurs d'Europe 1 à écouter. Et bien sûr, félicitons une nouvelle fois les équipes de Julien Pichenet pour la qualité de ce documentaire. On marque une pause, vous allez pouvoir réagir. Vous vouliez dire un mot peut-être, Géraldine? Non, pas du tout. Albéric, bonjour, vous êtes professeur et merci d'être avec nous. Cette liberté d'expression aujourd'hui qui est au cœur parfois de tous ceux qui prennent la parole, parfois en public comme nous lorsqu'on est à l'antenne, parfois en public aussi dans un cercle plus restreint, c'est le cas d'un professeur devant ses élèves. J'imagine que ces dossiers-là, puisque vous êtes professeur vous-même, vous interpellent et que vous ne faites pas ce que vous faisiez peut-être en 1995, il y a 30 ans. Et bonjour Pascal. Bonjour. Et en tout cas, mes meilleurs vœux, même malgré le contexte. 10 ans, c'est énorme. Il s'est passé bien évidemment beaucoup de choses atroces depuis 10 ans, et notamment moi dans mon corps professoral, c'est clair que nous avons été marqués par Dominique et par Samuel, et nous ne céderons pas. Il faut défendre notre patrimoine culturel et l'enseignement que nous faisons et que nous devons donner. Bien sûr, ça peut déranger ce style d'humour, cette manière de rire, mais c'est ancré dans notre histoire et c'est notre patrimoine. Et si il faut risquer notre vie pour défendre cette liberté, eh bien, nous le ferons toujours. Maintenant, il ne faut pas que le politiquement correct dévoyé nous décourage ou ne nous soutient pas, parce que nous n'avons pas de soutien. Donc moi, après 10 ans de Charlie, j'ai peur et je suis exaspéré par les gens qui ne répondent pas à leur mission de nous défendre et de nous protéger. Voilà. Mais oui, mais il y a beaucoup d'autocensure. Je crois que c'est... il y a trop de censure et toujours dans le même sens. Non, mais c'est l'autocensure. C'est là que c'est très pernicieux. Je crois que c'est Elie Semoun qui disait cela. Je l'entendais ce matin à 6h15, justement, avec Laurent Tessier, Laurent. Oui, parfois j'ai peur et je m'auto-censure. C'est ce qu'il disait dans le JD News. Mais voilà. Mais c'est dingue. C'est dingue. Oui, mais il ne faut pas s'autocensurer. Mais vous êtes marrant. On ne peut pas avancer. Mais les gens... savez, moi-même, Pascal, moi je suis de confession catholique et je suis un pratiquant engagé.
j'ai plaisir à travailler dans un contexte non confessionnel et laïque, parce que j'ai un vrai patrimoine culturel et une expérience d'un siècle de respecter la laïcité. Eh bien, c'est nous qui en ramassons en général d'une manière très libre, plein la gueule dans l'humour, et les autres qui font peur, eux, eh ben on a peur d'eux. Eh ben non. Nous devons être soutenus dans notre humour, même quand l'humour dérange, même quand il peut paraître blasphématoire. Nous devons préserver cela, parce que c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui doit être soutenu. Donc ça suffit la démission, il faut réagir. Mais j'entends tout ce que vous dites, Albéric, mais hélas, c'est démenti par la réalité. C'est-à-dire qu'il suffit, le monde de l'humour, d'écouter des sketchs des inconnus, par exemple, qui mettent en place parfois des personnages issus de l'immigration il y a 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, ils ne feraient plus ça parce que ils ne prendraient pas le risque de venir sur ces terrains-là. C'est encore courageux de leur part parce qu'ils sont en replay et ils soutiennent leur replay sur les réseaux sociaux. Oui, mais c'est pas la même chose parce que soutenir un replay, c'est considérer que à l'époque on pouvait le dire, mais ils ne l'écriraient pas aujourd'hui. Vous savez, on est tous pareils. On voit souvent des films des années 60, 70. On se fait tous la réflexion, années 80, 90. On ne pourrait plus avoir cette scène-là. On ne pourrait plus écrire comme ça. On ne pourrait plus chanter comme ça, etc. Il faut réagir. Mais sauf que les populations ont changé. Les jeunes ne sont plus. Même, je suis pas sûr. Vous avez quel âge, Albéric ? J'ai 54. Oui, mais je suis même pas sûr que la jeune génération soit sur votre ligne. Moi, je suis en contact avec des jeunes et qui sont loin d'être réacs et qui sont très bienveillants et tolérants. Et je peux vous assurer, il faut pas vous savez, ça serait remettre les choses sur les rails. Oui, mais c'est des sujets. J'ai cité tellement de fois cette phrase que j'adore, un homme, c'est son époque. Si j'avais 20 ans, je penserais sans doute comme un gosse de 20 ans. Il se trouve que j'en ai 60 et que j'ai grandi dans une France qui était très différente de ce point de vue-là, sur ces sujets-là. On est avec Claude Moniquet, que vous connaissez, qui interviendra tout à l'heure dans le sujet, évidemment, sur les influenceurs algériens, spécialiste des questions de terrorisme. Claude Moniquet, quel regard précisément vous pouvez porter sur cette France, et cet Occident, parce que vous êtes en Belgique, qui évolue et qui voit sur lui des pressions contaminer, j'ai envie de dire, son espace d'expression dans les domaines publics. Bonjour Pascal. Bonjour. Écoutez, je partage votre avis. Je pense que régulièrement, je me fais la réflexion devant un vieux film en me disant on pourrait plus faire ça aujourd'hui. Et je crois qu'on a tous ce réflexe. Enfin, ceux qui ont, je suis un peu plus âgé que vous, mais ceux qui ont notre génération, en tout cas, qui sont de notre génération, ça a mal évolué. On a trop reculé. On a confondu tolérance et faiblesse. La tolérance, c'est magnifique, c'est très bien. Et la laïcité, d'ailleurs, c'est la tolérance. Mais on l'a transformé en faiblesse. On a laissé faire des choses sans que les autorités réagissent pendant des années et des années. Et à l'arrivée, on se retrouve dans le meilleur des cas avec une progression de l'islamisme et qui impose un non-dit dans les classes, dans les écoles ou dans les médias. Et dans le pire des cas, on se retrouve le 7 janvier au matin avec Charlie Hebdo. C'est le résultat d'une faiblesse coupable, d'une abstention coupable, pour utiliser un terme pénal, de l'État qui a laissé faire les choses sans réagir. Regardez, on en reparlera tout à l'heure, mais le fait que 2 des 3 influenceurs qui sont poursuivis pour le moment soient sous OQTF, mais ça ne les a pas empêchés de proférer des horreurs sur les réseaux, ce qui montre bien que l'État ne fait pas peur. L'État n'impose pas son autorité et a renoncé manifestement. Alors il s'est repris depuis, mais il s'est repris trop tard. Claude Moniquet est avec nous, les spécialistes des questions de terrorisme. Vous êtes sur Europe 1, il est 11h23. Ce qui est ennuyeux, si j'ose dire, dans ce que vous dites, c'est que certains ont tiré la sonnette d'alarme dans les années 80 et 90. Mais ceux qui tiraient la sonnette d'alarme étaient mis au banc de la société politique. Disons clairement les choses. Jean-Marie Le Pen. Alors, il y avait des raisons autres
qui faisait qu'il était parfois mis au banc de la société politique, et je pense qu'il avait notamment dit sur les chambres à gaz. Mais sur ces sujets-là, le Front National et la droite, une certaine droite, jusque dans les années 90, 92, 93, a été assez vigilante. Et puis après, il y a eu un changement. Ce changement, il intervient au moment où Jacques Chirac a perdu en 1988, où il passe d'une droite peut-être plus rude à une droite qui est peut-être plus consensuelle, disons-le. Et à ce moment-là, pour plaire peut-être à l'espace médiatique, il change de discours et il est moins sur une ligne qui était celle par exemple de Charles Pasqua dans les années 80, Claude Muniquet. Oui, alors il y a effectivement eu des politiques courageux que vous avez cités. Il y a eu des journalistes, il y a eu des écrivains, mais c'était difficile. Je me rappelle, alors je vais citer un cas personnel sans faire d'autopublicité, mais je me rappelle que quand il y a 20 ans ou 22 ans, j'expliquais dans certains médias qu'un jour nous aurions en France, en Belgique, en Europe, des vagues d'attentats. On me riait au nez en me traitant d'extrémiste ou de visionnaire. Ou de visionnaires mal inspirés, jusqu'au jour où j'étais agressé à la sortie d'un studio de télévision. Là, on a un peu moins ri, mais c'était comme ça que ça se passait. On marginalisait les gens qui essayaient de tirer la sonnette d'alarme en les traitant de prophètes de mauvais augure, de corbeaux. Ça, c'était un climat très dur. Et puis après, tout le monde s'est engouffré, en tout cas verbalement, dans la condamnation de l'extrémisme, mais trop souvent et trop longtemps, et surtout pour les politiques, ça s'est cantonné à une condamnation verbale. Il y a eu, avant Charlie Hebdo, il y a eu très peu d'actes. On va marquer une pause puisqu'on va parler de ces 3 influenceurs algériens interpellés pour des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Nicolas Sarkozy rappelle également régulièrement que lorsqu'il a proposé les charters pour renvoyer certaines personnes en situation illégale en France, il s'est fait insulter à l'Assemblée nationale. C'était une réalité.